La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à ce programme de rencontre-échange. Nouveau numéro, nous allons promener notre regard sur le monde actuel, les faits de société tels qu'ils se passent. On parlera de chez nous, au Togo d'abord, mais aussi en Afrique et puis dans le monde, avec certains thèmes que nous allons évoquer dans cette émission avec mon invité du jour, c'est M. Luc Abaki, cher collègue et confrère. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Bonjour et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de la TDS. Merci de votre disponibilité. C'est un plaisir. Avec vous que nous allons faire le tour d'horizon de ces faits marquants de ces dernières heures. Et donc en commençant par rentrer des classes, juste un mot là-dessus, ça fait 2 semaines, on vient de boucler 2 semaines de cours. Sûrement que vous êtes un parent, sûrement que vous êtes impliqué dans le système éducatif. Alors que dire en tant qu'analyste, votre regard sur cette rentrée des classes? Alors, je pense que c'est une très belle opportunité que cette fois-ci, on ait une rentrée, disons, tranquille, assez paisible. La date qui avait été arrêtée a été respectée. Le 16 septembre. Voilà, c'est à saluer. Parce que par les années passées, on a été habitué à ces formes de chamboulement où l'autorité, le gouvernement est obligé à chaque fois de reporter pour une raison ou pour une autre. Et souvent, le monde éducatif togolais était agité par des grèves, en tout cas des mouvements d'humeur, etc., etc. De la part des enseignants. Et voilà, évidemment. Donc, je pense qu'il y a lieu ici de se féliciter de ce qu'aujourd'hui, on est revenu à la normale. Parce que l'exception, c'est de voir que chaque fois, on est obligé précisément de reporter parce que voilà, il y a des soucis, etc. Et donc, il faut bien que le monde éducatif connaisse cette sérénité, puisque, à vrai dire, c'est le secteur central en ce qui concerne le repiquage des nutriments intellectuels pour construire des citoyens dans une société. Et donc, il faut vraiment que ce secteur-là connaisse une certaine forme de rigueur dans sa gestion, de sorte qu'on puisse avoir l'espoir qu'on construit, qu'on forge des citoyens intègres et qui seront utiles à la nation. 3 millions d'élèves du primaire au lycée qui ont fait leur entrée cette année. Les chiffres par rapport à la population togolaise. Oui, ça grandit beaucoup et d'où la nécessité pour le dirigeant aussi de se montrer prévoyant, prévenant et qui s'organise véritablement pour avoir les infrastructures adéquates, comme permettant précisément d'absorber ce monde-là. Et comme je l'ai dit, c'est un secteur extrêmement stratégique, extrêmement important, parce que la dynamique de la société est l'évolution. Il faut bien que le gouvernement ait les moyens de pouvoir absorber cela et d'être assuré de ce qu'il donne comme nutriments intellectuels, comme connaissance à ces enfants, parce que c'est à partir de ce que nous connaissons, de ce que nous apprenons, que nous pouvons définir un regard pour sur la vie et définir les actions et notre part de contribution dans la vie de la société. Et donc, oui, ce chiffre est quand même impressionnant, puisqu'on évalue aujourd'hui notre société à environ, la population à environ 8 millions, un peu plus de 8 millions. Et donc, si on a déjà 3 millions dans le secteur scolaire, et seulement ça veut dire que ça grandit. Il faut maintenant qu'on ait les moyens d'absorber cela et de canaliser véritablement l'éducation pour le meilleur devenir justement de la jeunesse et de la nation dans son ensemble. Sauf qu'on constate que de plus en plus il y a ce phénomène de la baisse du niveau des apprenants. Ce n'est plus comme peut-être au temps de nos aînés, en votre temps ou en mon temps, où vraiment il y avait des élèves qui avaient le souci de réussir vraiment. Il y a ce constat amer. Oui, non, je pense qu'il y a un grand travail à faire. Parce qu'en tout état de cause, on n'a pas d'autre choix que de travailler véritablement pour avoir des citoyens qui puissent être utiles à la société. Vous savez, dans les budgets qui sont élaborés dans presque tous les États, c'est le secteur éducatif qui absorbe la plus grande partie. Ce qui signifie clairement que les États sont bien conscients de ce que c'est par là qu'on fait la pépinière et qu'on élève donc tout ce qu'il y a comme compétences, comme ressources humaines servant la cause nationale. Et donc, il faut absolument qu'on revoie plus ou moins les systèmes éducatifs et qu'on fasse en sorte que les enseignants soient rompus à la tâche et qu'ils fassent de l'enseignement un sacerdoce, parce que si vous ratez ce secteur-là, évidemment, vous ne pouvez pas avoir l'espoir
de construire une nation qui soit prospère. C'est malheureux qu'on puisse constater qu'il y a une dégradation du niveau. Non pas que, par exemple, moi je suis pas qu'un parent, mais je suis également un professeur. Et donc j'enseigne et je vois avec beaucoup de désarroi malheureusement cette régression, cet affaissement du niveau scolaire, etc. Et il y a lieu de prendre des mesures. C'est vrai qu'on vit avec notre temps. Pas du diagnostic et des causes justement qui sont l'origine de cette situation. Mais oui, les causes elles sont multiples. Dans un premier temps, d'ailleurs, c'est l'écosystème sociopolitique dans lequel nous évoluons. Avec aujourd'hui l'Internet, les réseaux sociaux, etc., où il y a une forme de culture de facilité. Et donc, les enfants ne sont pas rompus à la tâche. Mais il y a aussi une autre cause, qui est que ceux qui se sont engagés véritablement à faire des études studieuses et avec rigueur, au bout du compte, n'ont pas les débouchés requis qui montreraient l'exemple que, mais écoutez, le travail paye. Et on a une forme de culture de facilité où vraiment il y a une sorte d'ineptocratie où les intelligents, les efficaces, ceux qui ont vraiment de la connaissance ne sont pas valorisés. Donc je pense que c'est une question de vision générale. Il faut restructurer cela de sorte que ceux qui possèdent la connaissance, ceux qui ont acquis, qui se sont engagés à faire un travail intellectuel, moral, spirituel, vertueux, puissent être promus au sein de la société. C'est en cela qui servent de modèle inspirant pour la nouvelle génération, parce que, vous savez, vous ne pouvez pas évoluer dans la vie sans avoir des modèles qui vous inspirent. Et donc, les vrais repères dans une société doivent être ceux-là qui ont du contenu. Non pas seulement la connaissance de la société, mais la connaissance intellectuelle, la connaissance spirituelle, les valeurs sociétales, etc. Ceux qui incarnent cela, il faut les promouvoir. De sorte que la jeunesse puisse se dire, si nous voulons aller loin, nous devons pouvoir nous inspirer de cela. Et que ces derniers puissent avoir donc cette générosité qui permet de partager la connaissance, partager tout ce qu'on a comme acquis et qui inspire précisément la jeunesse. Voilà. C'est ça. Bien, merci pour ce coup d'œil à nos apprenants qui ont repris les classes il y a de cela 2 semaines, jour pour jour, et donc beaucoup de courage à eux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Tout se passe bien. On sait que c'est la croix et la bannière pour les parents, le plus souvent. On n'est jamais prêt pour une rentrée scolaire, puisqu'il n'y a pas que la question de la scolarité, il y a la question de la vie elle-même, etc. Les difficultés, elles sont réelles. Néanmoins, on ne peut pas se passer dans un contexte de vie chère. Oui, bien sûr. Voyez-vous, je pense que c'est d'actualité d'ailleurs, puisque les politiques eux-mêmes en ont parlé dans le courant de cette semaine. Ça veut dire que cette réalité, elle est patente, elle est évidente. Il faut maintenant y faire face, bien entendu. Puisque quand vous n'avez pas l'équilibre nécessaire, quand vous avez des préoccupations d'ordre conjoncturel ou même de survie, vous n'avez pas l'équilibre nécessaire pour apprendre vos cours et puis réunir les conditions qui permettent de favoriser justement l'absorption de la connaissance que vous pourriez restituer demain. Donc, ça veut dire que c'est un problème d'ensemble qu'il faut revisiter et en même temps commencer à chercher des solutions les plus adaptées possibles, permettant à la population de se sentir à l'aise, suffisamment épanouie et donc qu'ils puissent faire face aux défis majeurs du moment. Merci. Alors, on fait une transition vers sur cette question de vie chère pour aller au CPC, le cadre de concertation permanent qui s'est encore réuni la semaine dernière. Et la question de la vie chère est au milieu des discussions de ces hommes et femmes qui se retrouvent en permanence pour discuter des faits de société. Alors, que dire, n'est-ce pas? Et quelles étaient les mesures? Avez-vous une idée de ces mesures que le gouvernement aurait annoncées à cet effet pour alléger, n'est-ce pas? C'est déjà intéressant de constater que les acteurs politiques puissent se retrouver, non pas pour parler des questions politiques auxquelles nous sommes habitués. Il faut rappeler que le CPC en question a été mis fondamentalement pour s'occuper des questions politiques. Et donc aujourd'hui, s'il y a une migration vers les questions de société, les questions économiques, c'est déjà intéressant. Alors on se dit que les acteurs politiques, ce sont des leaders d'opinion, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont derrière eux et qui drainent derrière eux des âmes, des gens qui croient en eux et qui considèrent qu'ils sont des porte-voix de ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se faire entendre à la place publique. Et donc, si ces gens-là se retrouvent en un creuset commun pour débattre d'un problème sociétal aussi majeur que celui
de la vie chère, ça devient particulièrement intéressant. Oui, à l'occasion, je pense. Sans écouter sur les questions politiques. Oui, bien sûr, non. Fondamentalement, vous l'avez dit que c'est des questions politiques. Bien sûr. Qu'on a débat. Il n'y a pas à ellipser cela, mais il faut en même temps comprendre qu'en fait, ce sont des citoyens épanouis qui sont capables de parler de la politique et en tout cas d'autres questions. Donc, s'il y a un problème majeur lié à la survie même de la population, il faut en débattre. Et ça, c'est d'abord la clé de base. Et j'ai été heureux de constater qu'à l'occasion, la ministre du Commerce a été invitée pour qu'elle puisse justement donner les éléments pratiques que le gouvernement a eu à prendre pour tenter justement de juguler cela. On en retient précisément que les gouvernants ont bien compris qu'il faut d'abord chercher à stabiliser les prix, à faire en sorte que on subventionne dans le monde agricole par les intrants par exemple. L'État essaie de subventionner de sorte que ces produits-là ne puissent pas coûter cher et qui permettent que les agriculteurs puissent avoir les moyens de produire, etc. etc. Et sur le plan des hydrocarbures, du pétrole, etc., l'État essaie, si vous voulez, de stabiliser les prix malgré les fluctuations. Et puis bon, il y a un certain nombre de contrôles sur les prix des produits de première nécessité, etc., puisqu'il y a des prix qui sont homologués, etc. Oui. Et tout cela, on ne comprend pas encore l'effet de ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai, hein, le Togo ne vit pas de façon isolée. On est dans un contexte international général, marqué par un certain nombre de contingences qui, malheureusement, ont un impact négatif sur la vie des sociétés. Vous avez vu, d'abord, il y a encore les reliquats de l'impact négatif du Covid. Il y a aussi la guerre d'Ukraine qui a influencé manifestement et de façon pernicieuse le commerce international. Mais tous les problèmes. Ah ben oui, bien sûr. Donc il y a ça, oui. Mais au-delà du tout, c'est vrai, on est en droit et à l'aise pour apprécier les mesures qui ont été prises, mais il faut éviter des solutions conjoncturelles face à des problèmes structurels. Vous voyez? Donc ces solutions qui ont été évoquées ici concernant les subventions, l'effort de contrôle des prix, la stabilisation des prix, etc. Oui, ça c'est une solution conjoncturelle. Mais il va falloir, puisqu'on est dans un État organisé et structuré, il va falloir réfléchir à des formules qui permettent d'accroître la résilience de l'État en lui-même, voyez-vous. Et de ce point de vue, plutôt que d'investir tout dans l'argent, dans les subventions, par exemple, des intrants, mais il faut commencer à réfléchir à la possibilité pour nos États, mais de fabriquer nos propres intrants. Voyez-vous, moi je suis né quand même dans un monde rural. À l'époque, on n'avait pas d'engrais chimique, mais on avait, si vous voulez, de l'humus, du fumier, qui se fabrique à partir des résidus de plantes, etc., et qu'on déverse dans les champs. Mais on avait des productions, à la limite même assez conséquentes, qui montraient que, bon, mais écoutez, il y a cette possibilité de ne pas recourir forcément à l'engrais chimique, mais bon, de le produire ici. Maintenant qu'on a des scientifiques, on a parlé tout à l'heure du monde éducatif, je crois que lorsque vous êtes agronome et vous étudiez un certain nombre de choses, vous êtes à partir de votre connaissance, de vos études, de fabriquer un certain nombre de produits qui soient utiles à votre société, il faudrait que le gouvernement encourage cela, investisse dans ça, de sorte que nous puissions être en mesure de produire par nous-mêmes les produits dont nous avons besoin et de consommer précisément nos produits. Vous voyez, aujourd'hui, on encourage, si vous voulez, l'agriculture des produits de rente, comme le café, le soja, etc., etc. Mais est-ce qu'on a les moyens? Si on n'a pas encore commencé à avoir l'autosuffisance, parce que la majorité de la population consomme quoi concrètement? Le riz, le maïs, les ignames, etc. etc. Est-ce qu'il y a une politique que nous continuons par importer? Voilà, est-ce qu'il y a une politique? Si on continue d'importer autant, ça veut dire que les efforts au plan local en matière de production ne sont pas encore à un niveau optimal. Il va falloir mettre en place une politique qui encourage en tout et pour tout la production de ce que nous consommons. D'abord, c'est vrai, on ne peut pas esquiver l'éventualité de faire les produits de rente, parce qu'on a besoin des devises pour faire face à nos dettes au plan international, etc., etc. Mais il faut quand même qu'on s'assure de ce qu'on produit pour pouvoir nourrir la population autour. Donc si ce problème de la consommation est réglé en termes de production interne, vous allez voir que à 70%, le problème de la cherté de la vie sera précisément résolu. Et là, c'est une solution endogène
pérennes qui permettent justement de valoriser les braves compétences au plan interne plutôt que d'être obligé de subir les événements au lieu d'avoir les solutions qui permettent justement de contrôler la situation au plan interne. Voilà. On reste encore dans le cadre du CPC qui s'est réuni la semaine dernière. Il y a eu sans que les débats ont été houleux. Je ne sais pas si ça a dévié sur le plan politique ou sur le plan socio-économique. Mais c'est intéressant. Mais si les débats sont houleux, c'est intéressant. C'est la preuve de la vitalité en construction de notre démocratie. Bon, on ne peut que s'en féliciter, pour peu qu'au bout du compte, on arrive à une solution collégiale, qu'on tombe d'accord sur un certain nombre de points et de mesures qui pourraient servir la cause nationale, voyez-vous. Donc, à partir de l'instant où chacun a sa vision, ses aspirations, ses attentes, etc., il est normal que dans un échange sur des sujets d'importance aussi majeure, qu'il puisse avoir en tout cas des discussions assez soutenues, etc. Mais en tout état de cause, c'est l'élégance qui doit pouvoir compter et c'est au bout du compte les solutions qui visent l'intérêt général, l'intérêt de la nation dans son ensemble, plutôt que les intérêts partisans qui donnent le sentiment que les gens vont au-devant de la scène juste pour leurs intérêts, pour leur image, pour leur aura, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut avoir des discussions qui soient constructives, mais qui visent véritablement le meilleur devenir de la nation dans son ensemble. Rencontre échange, nouveau numéro. Nous parlons de regard sur le monde actuel avec ces faits de société de chez nous, en Afrique et dans le monde bien sûr. Lucas Baki, journaliste, analyste politique indépendant. Mon invité, nous parlons du CPC. Maintenant, abordons autre question purement sur le plan politique avec la marche vers la 5e République qui est toujours en cours. On dit que nous sommes en transition avec un gouvernement formé tout récemment, qui est déjà en activité. Mais ça n'empêche pas, le front touche pas à ma constitution de rester toujours vent debout contre cette volonté du gouvernement de migrer vers cette 5e République. Je parlais tout à l'heure de la vitalité de notre démocratie et donc dans une république, les citoyens, leur vocation, c'est de pouvoir se prononcer sur les questions d'intérêt commun. Et donc d'avoir leur opinion à eux, de prendre des initiatives pour peu que toutes ces actions puissent viser une forme de complémentarité, en tout cas une contribution qui permettrait justement de consolider les règles du vivre ensemble et surtout d'acter la pédale du succès et de l'évolution de la société elle-même. Et donc, oui, dans notre contexte de la 5e République, on peut déjà se féliciter qu'enfin, l'accouchement difficile a eu lieu avec le gouvernement, puisque vous vous rappelez qu'à notre émission dernière, on s'était inquiété de ce qu'il y a eu autant d'impasses, alors que les dispositions de notre constitution actuelle, justement, dit que il y a une phase transitoire d'un an qui permettrait la mise en place de toutes les institutions de la République. Voyez. Et donc, si on a accusé autant de retard, on était dans une forme d'impasse qui était quand même inquiétante. Donc aujourd'hui, ce gouvernement est mis en place, il a commencé ses actions, etc. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une dynamique qui est amorcée. Mais cela n'empêche évidemment pas que les gens puissent exprimer leur opinion sur justement ce contexte de la 5e République, etc. Mais tout cela permet, si vous voulez, au gouvernement lui-même d'apprécier les idées qui sont émises, etc. Mais la condition, c'est que tout ce qui se fasse de bonne foi. Et que tout ce qui s'active aujourd'hui dans ces genres de contestation comprennent que ne devrait pas être au-devant de la scène qui veut, mais qui peut. Qui peut en termes de capacité à contribuer par une certaine fertilité d'esprit, des propositions concrètes, des idées qui puissent contribuer véritablement à enrichir la réflexion nationale et qui montrent que, écoutez, il y a une certaine vitalité de la réflexion et qu'on aspire véritablement à construire une nation qui soit solide et prospère. Voilà ce que nous voulons, mais il y a lieu quand même de déplorer le fait que cette dynamique-là qui est enclenché puisqu'on est déjà des césures, des lézardes ou même des malentendus avec des exclusions, etc. Tout cela donne le sentiment de tiraillement un peu enfantin et qui, finalement finissent par effilocher cette dynamique de contestation. De contestation. Alors il y a quelle chance de se faire entendre par le gouvernement, parce que c'est à croire que, quoi qu'on dise, le chien aboie
la caravane passe et donc est-ce que c'est à peine qu'on ne les écoute même pas, hein? Oui, mais écoutez, moi je pense que, je viens de dire, si vous voulez avoir une certaine voix qui porte, si vous voulez avoir de la crédibilité et donc vous faire respecter, montrez-vous d'abord organisé. Ça, c'est la première des choses, je pense. Vous savez, le bon sens, il est inhérent à la nature humaine. Et donc, lorsque vous avez des idées qui sont pertinentes, qui sont constructives, et vous prenez des initiatives en ce sens, même si pour des intérêts, certaines personnes ne vous comprennent pas, ils savent quand même que vous êtes pertinent. Ils savent que vous êtes mis par un désir profond de chercher le meilleur devenir de l'ensemble de la société. Voyez? Et donc, l'intégrité, le leadership, la capacité à raisonner, à convaincre, à être pertinent, ce sont des éléments qui peuvent conforter la crédibilité des leaders qui vont à la place publique et qui souhaitent parler précisément au nom du peuple. Voilà. Et donc, je crois qu'il est important que tous ceux qui se mettent sur la scène politique et au devant de la scène et qui sont bien regardés et vus, puissent se dire qu'ils sont dans une mission qui engage la vie et le devenir de la nation dans son ensemble. D'où la nécessité pour eux d'être de vrais modèles, d'être des gens qui sont droits, qui développent la droiture, qui développent la sincérité, la franchise, et qui se cultivent aussi, avec des connaissances et des éléments qui évoquent, qui puissent épater et séduire la population dans son ensemble. C'est très important de le faire ainsi, de sorte à amener le gouvernant à avoir toute la pertinence et les motivations qui accompagnent précisément ces genres d'action-là. C'est très important parce que si le gouverneur, lui, fait la sourde oreille parce qu'il a un agenda politique, la population, en retour, lorsqu'elle écoute cela, lorsque c'est pertinent, elle y adhère tout simplement. Voyez? Donc je pense que c'est un problème général qui n'est pas simplement lié à ce qui manifeste ou conteste aujourd'hui, mais dans le contexte précis de notre pays, j'ai l'impression que l'activité intellectuelle n'est pas encouragée. Et les gens ne comprennent pas que lorsque vous voulez sortir à la place publique, il faut que vous ayez quelque chose d'autre que ce qui est servi dans la rue par les conducteurs. En tout cas, la base sociale a besoin d'être alimenté intellectuellement, moralement, spirituellement par ceux-là qui ont la prétention de pouvoir parler à son nom. Sauf que déjà dans ce front, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a déjà quelques difficultés. Oui, j'ai fait allusion à cela. Oui. C'est tout cela qui finit par effriter le combat et qui donne le sentiment d'une forme d'insincérité dans l'action qui est menée. Vous voyez, lorsque vous vous engagez à critiquer ceux qui sont déjà dans l'action, c'est-à-dire le gouvernement, vous devez être capable d'être une force alternative. C'est-à-dire, vous devez faire preuve d'ingéniosité, d'initiative, d'idées nouvelles, constructives, qui montrent que, écoutez, si demain vous vous retrouvez à la place de celui qui gouverne aujourd'hui, vous avez la matière nécessaire pour prendre le relais et faire même mieux que celui qui est là. Et donc, si ce n'est pas le cas, on a le sentiment qu'il y a une forme que les gens ils vont juste pour se faire voir, etc. Et donc, le gouvernement ne s'inscrit plus dans une dynamique d'efforts permanents pour se perfectionner, pour devenir plus efficace et être plus rentable dans son action. Vous voyez? Donc, lorsqu'il y a des critiques objectives et bien analysées, bien structurées, mais vous dénudez justement le décideur. Et vous vous rendez compte de ses faiblesses à lui. Et donc, lui-même, il se rendra compte que non, il a des efforts à faire. Il est obligé de s'inscrire dans une forme de sacerdoce qui l'oblige chaque jour à faire mieux que ce qu'il a fait hier. Et ça, c'est très important. Je pense que ce travail de communication que nous faisons est un travail essentiel et déterminant dans une république. Et le travail des leaders de l'opposition ou de la société civile est un travail aussi fondamental et déterminant. Mais à cette condition que ceux-ci véritablement comprennent que parler au nom d'un peuple, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la distraction, c'est un travail sérieux qui nécessite un investissement de soi, de sorte à avoir vraiment un rendu qui puisse être utile et séduire, à la limite même, émerveiller la population dans son ensemble. On reste encore dans ce registre avec la nomination d'un ministre ANC au gouvernement.
avec tout ce que nous avons eu comme polémique, comme controverse de nouveau encore. Alors finalement, est-ce que c'est le militant de l'ANC qu'on a pris ou bien c'est le citoyen Goumando qui a été choisi pour jouer ce rôle de citoyen au sein du gouvernement? Je pense que vous avez la réponse à votre question elle-même. Oui, mais vous voyez, c'est un peu déplorable que nous soyons à cette étape de perception des choses. C'est vrai, le gouverneur, en prenant les citoyens pour former son gouvernement, fait ses calculs. Et dans notre contexte de susceptibilité, etc., il est clair que lorsque vous prenez un citoyen aussi ouvertement connu comme étant un membre influent d'un parti politique de l'opposition, ça devait faire jaser. Ça. Mais on doit pouvoir aller le membre du bureau politique de bien sûr, bien sûr. On doit pouvoir aller au-delà de tout ceci pour construire une nation. Et lorsqu'on parle d'une nation, ça veut dire qu'il y a un idéal qui est porté par l'ensemble de la population et que la vision est définie par le gouvernement. Même s'il doit y avoir des partis politiques, oui, il y a des partis politiques dont le rôle que je venais d'évoquer à l'instant est d'analyser ce que le gouvernement fait et de proposer au-delà de ce qu'il fait. Il est clair que lorsque vous êtes citoyen d'une république, vous êtes d'abord redevable vis-à-vis de cette république-là. Et votre devoir, c'est de pouvoir contribuer à créer la richesse nationale, à gérer le bien commun et à faire en sorte d'être un élément, un acteur déterminant dans la vie de la société. Vous voyez, si on se met à cette étape-là, évidemment, il n'y a rien à reprocher au gouvernant de choisir les gens sur la base de ses compétences, de leurs potentialités, de leur vision. C'est une stratégie d'affaiblissement, Oui, justement, j'en reviens. C'est pour ça que je dis que dans un contexte où il y a autant de susceptibilités, où malheureusement les débats sont un peu à un niveau périphérique, puisque précisément la question du vivre ensemble, de la construction du bien commun, n'est pas autant au cœur des préoccupations, aussi bien des dirigeants que des acteurs de l'opposition. Cela fait que on est plutôt dans les calculs politiciens qui font qu'on passe parfois à côté du besoin de construire quelque chose de solide qui puisse profiter à l'ensemble de la nation. Vous voyez? Donc moi j'ai trouvé ça déplorable parce que moi, dans le contexte d'un dirigeant, si je flaire une compétence qui est avérée et qui est capable d'être rompue à la tâche et de donner un rendement qui serve la cause nationale, je ne vais pas me cloîtrer dans les clivages et dans les calculs qui limiteraient justement mon action. Parce que, en tant que président de la République, vous êtes président de tous les citoyens, de quelque bord que ce soit, de quelque nature que ce soit. Voyez-vous, vous avez une responsabilité historique dans la vie, dans l'avenir et le devenir de la nation dans son ensemble. Et on ne peut pas vous en vouloir en tout cas de choisir des éléments qui vous semblent intéressants, pertinents, sans passer par les instances du parti. On n'a même pas trop besoin de ça, parce qu'en fait, ce n'est pas un objet que vous prenez. Vous prenez un individu intelligent, compétent, qui a une vision et qui sait ses devoirs vis-à-vis soit de sa formation politique, soit en tout cas de sa région, de sa communauté, etc. Et donc, si ce citoyen-là, lui-même, se sent redevable vis-à-vis d'un parti, il lui appartient de rapporter justement l'information. Et s'il veut, avoir l'assentiment ou l'approbation de son... Bon, voilà, libre à lui. Donc cela peut se faire aussi, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ça doit pouvoir se faire, bien sûr, parce que, voyez, moi je pense que c'est une question d'élégance. C'est une question de mode de vie et de pensée, en fait. Si vous êtes vraiment un homme intègre, vous savez vos devoirs et vos responsabilités, vous savez à qui vous devez. Vous voyez, lorsque on vous propose quelque chose, à vous de savoir qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas être sujet à caution, pour ne pas être critiqué inutilement. Si vous avez des convictions, vous avez été convaincu de ce que vous pouvez être rentable pour la nation, mais vous avez la possibilité de convaincre justement les instances de votre parti. Vous leur dites, oui, mais écoutez, c'est vrai, le parti en lui-même, mais moi, je sens le besoin de le faire pour telle raison, et puis bon, c'est bon, on évolue tout simplement. Vous voyez, je pense qu'on... Sans forcément obtenu leur avis positif. C'est-à-dire, tout dépend, on est indépendant. Vous voyez, quand vous naissiez, personne n'était venu pour demander à Dieu que oui, je serai à son ombre tout le temps. Vous voyez, vous êtes un citoyen libre, à vrai dire.
Et donc, si vous êtes un citoyen libre, c'est dans le cours de votre vie que vous devenez redevable vis-à-vis d'un certain nombre de personnes parce que vous ne pouvez pas vivre isolement. Vous voyez, l'être humain étant un être social et sociable, ça veut dire que vous-même, là, votre état d'esprit vous permet de comprendre que vous devez des comptes à telle ou telle autre personne. Et donc, lorsque vous voulez faire des pas, vous devez pouvoir voir avec le concours de qui vous devez pouvoir avancer. Vous voyez? Mais tout cela ne devait pas être servi à la place publique et que le peuple se voit distrait par des polémiques stériles qui ne rapportent en vérité rien aux besoins de vie et d'épanouissement de la société. Vous voyez? Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir des dirigeants qui sont visionnaires, responsables et qui sont conscients, qui gèrent un bien commun. Que nous créons la richesse, que nous mettons à leur disposition pour qu'en retour, ils puissent faire une répartition juste, je ne dirais pas équitable parce qu'elle n'existe pas, mais au moins juste, qui inscrit l'être humain au cœur de toutes les initiatives qui sont prises. À partir de ce moment-là, le citoyen, mais c'est pas, vous n'avez pas besoin d'être président pour contribuer à la vie de la nation. Donc ça veut dire qu'on a besoin que le gouvernement crée un écosystème sociopolitique qui permettent de faire émerger les compétences, de libérer les énergies, de sorte que lorsque vous êtes compétent dans un domaine, que vous pouvez vous y exprimer sans restriction aucune, sans complaisance, sans des limites qui vous empêchent d'être utile à votre nation. Donc on a besoin de citoyens qui contribuent vraiment. Donc ton exclusion n'est pas justifiée à vos yeux ou bien c'est justifié? Dans tous les cas, je ne vais pas rentrer dans ces formes de polémique parce qu'en fait, le leader politique, il agit, ou bien le chef du parti politique agit en fonction des textes, et même du contrat qu'il a avec ses collaborateurs, etc. Okay. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas lieu de critiquer les initiatives que un parti politique qui estime légitime d'exclure quelqu'un, qu'il exclut, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il reste un citoyen togolais et à ce titre, nous, on a besoin de lui, c'est tout. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, on va changer de sujet, si vous voulez bien, avec votre permission, pour évoluer, de sortir du territoire pour aller sur le continent africain, en commençant par nos voisins immédiats, le Bénin. Cette semaine, ça boudonne là-bas. On parle de coup d'État, des arrestations ont lieu au sein même des proches collaborateurs du président Talon. Oh ouais, en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas l'équilibre, ce n'est pas la sérénité, ce n'est pas la quiétude au Bénin. Mais c'est tout cela aussi nous donne le regrettable sentiment que nos leaders ne sont pas des gens qui ont une confiance en eux-mêmes. Voyez-vous? Alors, c'est vrai, on ne peut pas juger ou préjuger de la véracité ou du montage autour de cette question, mais ce qui est certain, c'est que lorsque vous avez en place un pouvoir qui est construit sur un certain nombre de piliers, et qu'à un moment donné, les membres même de ce système commencent à se phagocyter, ça ne fait que fragiliser le système lui-même et malheureusement aussi, ça va déteindre malheureusement sur les performances même de l'État dans son ensemble et donc sur la gouvernance même du pays. Oui, c'est ce qu'on doit pouvoir citer un exemple. Oui, habituellement, c'est ce qu'on disait. Mais malheureusement, vous savez, le président Talon, je faisais partie de ceux-là qui étaient très contemplatifs, d'abord de son profil en tant qu'homme d'affaires, qui n'a pas fait de très longues études, mais qui se montre efficace sur un certain nombre d'actions. Voilà, et donc, qui finalement a une forme de culture de résultats. On était convaincus qu'il allait servir de modèle et qu'il allait véritablement révolutionner la gouvernance au Bénin, etc. Mais, écoutez, et lorsque au bout de 6 mois seulement de sa gouvernance, il avait commencé à régler des comptes à ceux qui l'ont aidé à venir au pouvoir. Je parle de Javon, par exemple. Et on a commencé à s'interroger pour se dire, mais écoutez, comment est-ce possible? Parce que, de façon naïve, nous on s'en tient à l'éducation que nous avons reçue. Que quand quelqu'un t'aide à évoluer, tu lui dois reconnaissance et redevabilité. Bon, voilà. Et donc, à un moment donné, on a constaté que sur le plan politique, le président Talon est celui-là qui, à tout moment, est prêt à embastiller de façon littérale toutes les voix qui sont dissonantes, ou même les groupes qui ont de l'argent. Parce que voyez-vous, l'argent est devenu dans le pays le Dieu sur terre, et donc ça devient une menace pour
les gouvernants, etc. Et malheureusement, il a embastillé pas mal de personnes, des acteurs politiques, etc. Des femmes, en tout cas sans aucune commune mesure. Il est rentré dans une dynamique implacable d'embastillement des leaders politiques. Et donc, ils sont obligés de s'évader de gauche à droite. En tout cas, ceux qui ont la chance de pouvoir sortir l'ont fait. Donc, cela fait que, du coup, si aujourd'hui il évoque la question d'un coup d'État qui était en perspective et qui légitime aujourd'hui l'interpellation donc de ses propres amis, de ses collaborateurs d'hier, du chef même de la garde républicaine, etc., ben, on est obligé de douter de la fiabilité et de la sincérité d'une telle action à cause justement de l'histoire pas aussi rose qu'il a construite autour des arrestations, etc. etc. En tout état de cause, il faut bien que nos dirigeants comprennent que le fait de recourir à la prison contre un citoyen n'est pas un acte de noblesse forcément. Voyez-vous? Parce qu'en réalité, en tant que dirigeant, il y a un leader. Et le leader, c'est celui-là qui est capable, si vous voulez, de tirer le peuple vers le haut. Et donc, par une forme de pédagogie, de raisonner les gens et de les inscrire dans la vision qui est la sienne et qui vise, si vous voulez, le meilleur devenir de l'ensemble de la communauté qu'il dirige. Voyez? Et donc, si de façon impénitente, on recourt trop à la prison, c'est une forme de lâcheté. Parce que, voyez-vous, l'Afrique par le passé a connu quand même une flamboyance sur le plan économique, etc. À l'époque des empires, il n'y avait pas de prison. Vous voyez? Donc c'est la pédagogie d'abord. C'est l'approche humaine en tout. Et c'est ça qui permet à un leader de s'affirmer et de gouverner par l'exemple. À partir de ce moment-là, il n'a même pas besoin de régler des comptes. S'il y a des livrets, des gens qui s'érigent contre le bien commun, c'est la population elle-même qui règle les comptes à ces gens d'esprit malsain qui, justement, désamorce la dynamique d'ensemble qui permettrait de construire une nation. Alors, théoriquement, Talon était parti pour un seul mandat c'est ce qu'il avait dit. Ensuite, il n'est pas, théoriquement, il ne sera pas candidat en 2026. Et alors, qu'est-ce qui le bouscule tant? Parce qu'on aurait appris que celui-là aurait manifesté son intention de se présenter en 2026 à la présidentielle. Oui, justement, voyez-vous, vous voyez, un leader, c'est la parole donnée. Alors, et la parole donnée fait partie des valeurs qui nous sont, disons, transmises à travers l'éducation que nous avons. L'être humain s'exprime, il a l'avantage d'avoir le langage articulé. Et donc, ça doit être un art à partir duquel on s'affirme dans nos sociétés. Et à plus forte raison, lorsque vous êtes au devant de la scène et vous avez l'ambition de diriger les autres, ça veut dire que vous avez l'obligation d'être un homme de parole donné. C'est-à-dire quelqu'un en qui on doit pouvoir croire. Parce que vous parlez à un peuple et vous travaillez au nom d'un peuple et on vous remet toute une responsabilité de vie entière. Voyez? Donc lorsque quelqu'un dit, mais écoutez, je viens juste pour un mandat, il jure. Et puis bon, au fil du temps, il dit, ah oui, les contingences ont fait que bon, je suis obligé de faire un deuxième parce que ça veut dire qu'il y a une faillite au niveau même de son intégrité. Vous voyez? Et donc, lorsque aujourd'hui le président Talon affirme avec autant d'emphase que non, il est à son dernier mandat, on est obligé de douter. Puisque précisément, il avait déjà pris un engagement solennel sur des médias internationaux devant son peuple, etc., qu'il ne fera qu'un mandat unique. Donc, s'il a pu se déjuger pour faire un deuxième, pourquoi il ne se déjugerait pas après donc, le deuxième en question? Parce que le pouvoir a quelque chose de drogant. Et lorsque vous créez autant de préjudice à des gens, vous vous rendez compte que une fois que vous perdez justement ce pouvoir-là, on risque de vous retourner l'ascenseur de tout ce que vous avez eu à faire. Voilà pourquoi il faut vraiment s'inscrire dans la dynamique de la construction du bien commun et inscrire l'être humain au centre de toutes les initiatives que vous prenez en tant que leader. À partir de ce moment-là, même si demain vous quittez le pouvoir et qu'il y a des gens qui ont des règles, des comptes personnels à vouloir vous régler, c'est le peuple au nom de qui vous avez travaillé, dans l'intérêt de qui vous avez travaillé,
qui va défendre votre cause. Et de sorte que vous rentriez dans l'histoire précisément de ce pays-là. Donc je pense que vraiment, il ne faudrait pas que nos dirigeants nous distraient avec ce genre d'affirmations et après, ils renoncent à tout, ils recommencent parce que finalement, ils prennent le pouvoir comme une fin en soi. C'est ça. Autre préoccupation sur le continent, c'est le Sénégal au cœur de l'actualité et le duo, Diomaye Faye et Sonko, ils ont pris le pouvoir. Et l'Assemblée nationale a été dissoute il y a de cela 2 semaines. Les élections anticipées sont convoquées pour novembre prochain. Quelle chance pour ce duo à la tête du Sénégal, ce tandem, de conserver cette euphorie et cette masse-là qu'ils avaient engrangée pour arriver au sommet de l'État? Bon, moi je pense que c'est le peuple sénégalais qui pourra véritablement répondre à cette question par la nature du vote qui va s'opérer donc en novembre prochain. Mais en tout état de cause, quand on analyse un peu le contexte politique sénégalais, il est évident qu'il fallait s'attendre à une telle dissolution. Vu que, légalement, absolument, vu que, écoutez, la majorité à l'Assemblée nationale est donc de l'ancien parti du parti de Macky Sall, et que donc ceci, à travers est-ce qu'il n'a pas tout attendu avant de le faire? Non, il y avait des exigences constitutionnelles qui font qu'il y a un délai bien précis que l'Assemblée nationale devrait pouvoir faire avant que le président de la République puisse éventuellement prononcer sa dissolution. Et la Cour constitutionnelle, effectivement, s'était prononcée pour dire qu'à la date, je pense, du 12, quelque chose comme ça, qu'il pouvait précisément dissoudre. Et il l'a fait dans la soirée même du jour, du délai imparti. Ça veut dire qu'il brûlait d'impatience de pouvoir en finir avec cette question. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus de 4 à 5 mois après la mise en place de son équipe, le Premier ministre, qui a le devoir impératif et constitutionnel de représenter son programme de société à l'Assemblée nationale et d'être adoubé par celle-ci, n'a pas pu le faire à cause précisément de ces dissensions internes. Oui, parce que s'il le faisait, il n'aurait pas la... On peut, évidemment, l'Assemblée nationale peut ne pas lui donner sa caution, etc. Et donc, évidemment, c'est clair que, il n'y a que le peuple qui décide dans une république. Encore faudrait-il que ce peuple-là ait la marge nécessaire et que son vote soit véritablement considéré. Mais je crois que dans le cas précis du Sénégal, le vote a souvent été respecté. Et nous espérons donc qu'il puisse avoir une élection transparente, et sereine, qui puisse départager précisément les acteurs politiques de ce pays-là. Et je pense que l'effervescence, l'enthousiasme qui ont accompagné l'élection de Diomaye Faye, qui, rappelons-le, est quand même était un candidat par défaut. Du fait que Ousmane Sonko avait été littéralement empêché par des arguties juridiques d'être candidat. S'il a pu être élu au premier tour, on considère qu'ils ont encore une période de grâce. Bon, espérons précisément que cette chance leur soit encore accordée par le peuple sénégalais, parce qu'il y va de l'avenir même de la démocratie sénégalaise. Je pense qu'on a tout intérêt à leur donner cette chance de pouvoir avoir la marge nécessaire pour gouverner. Et au bout des 5 ans, qu'ils puissent être évalués sur les faits, plutôt que sur la base des petits, en tout cas des jugements de valeur pour l'instant, qui ne sont pas trop, disons, crédibles. Seulement s'inquiète de cette dynamique qui les a portés au pouvoir. Est-ce qu'elle est la même aujourd'hui? Après 4, 5, 6 mois, est-ce que cette dynamique est toujours porteuse, n'est-ce pas, de chance pour Faye son pays? Espérons. Vous savez, nos pays sont tellement exposés à plusieurs contingences que le peuple attend tout d'un trait du dirigeant. Et donc, vous avez vu comment le duo Diomaye Faye et Sonko a eu à faire des promesses au peuple sénégalais, à tenir un certain nombre de discours. Mais qui ne sont pas respectés. Du moins, dans tous les cas, dans la gouvernance d'un État, on ne peut pas s'attendre à ce qu'au bout de 6 mois, on puisse faire des miracles particuliers. Parce qu'il faut restructurer l'État. Il faut un certain nombre de mesures. Il y a beaucoup de lourdeurs qu'il faut défaire avant de pouvoir avoir une visibilité qui puisse permettre. Mais en tout état de cause, je pense que le duo là a eu à prendre quand même un certain nombre de mesures d'ordre social qui quand même sont assez encourageantes. Maintenant, est-ce que cela suffit pour être encore adoubé avec la même ferveur, le même enthousiasme
on attendra justement cette élection législative pour la Très rapidement, le Burkina Faso pointe souvent du doigt des doigts accusateurs sur la Côte d'Ivoire, enfin sur des pays de la sous-région en général, pour des incursions terroristes sur son sol. Oui, et vous savez, les pays du Sahel, c'est intéressant parce que, vous savez, depuis 2021, avec l'arrivée au Mali de Assimi Goïta, qui a initié un nouveau type de leadership et de gouvernance du Mali, il y a eu ensuite le Burkina Faso, ensuite le Niger, qui initie une politique de rupture avec la puissance occidentale colonisatrice, hégémoniste, qui a donc englué nos États à travers les accords coloniaux dans une forme de léthargie. Et donc cette rupture-là, révolutionnaire, ne peut que créer, si vous voulez, des situations, disons, difficiles à gérer. Vous voyez? Et donc, que le Burkina Faso aujourd'hui estime que les voisins, notamment la Côte d'Ivoire, laissent des incursions sur son territoire, je pense que c'est de bonne guerre. D'autant plus qu'ils se sont équipés en drones et en certain nombre d'équipements qui leur permettent en tout cas de voir les migrations ou des mouvements des terroristes, etc., etc. Il y a eu des affirmations très claires quand même d'Ibrahim Traoré concernant les bases militaires, notamment au Bénin, notamment en Côte d'Ivoire, qui hébergent officiellement les leaders politiques de l'opposition hostiles précisément au régime en place. Et donc, il y a aussi le cas du Mali, vous vous rappelez l'histoire des 49 militaires et un certain nombre de difficultés qui font que la collaboration, en tout cas les règles du voisinage ne sont pas du tout respectées. Vous voyez? Donc il appartient, je pense, à la Côte d'Ivoire d'apporter la preuve contraire des accusations qui sont portées contre elle, parce qu'en fait aucun État dans cette sous-région-là n'a intérêt à déstabiliser l'autre. Parce que, ben écoutez, après l'avoir déstabilisé, il faut s'attendre à avoir les conséquences en retour. Vous voyez? Et donc, nous, on nous a appris, de par notre éducation, que c'est la solidarité, c'est la complémentarité, c'est l'aide mutuelle, l'entente mutuelle, etc. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit que la CEDEAO avait été créée en 1975. Vous voyez? Et donc, si aujourd'hui, après de 50 ans après, on voit encore des tergiversations, des enfantillages, des camineries, et qui montrent que nos dirigeants eux-mêmes ne sont pas capables de solidarité, d'unité, de mutualisation des énergies face aux défis majeurs qu'est celui du tourisme et aussi celui de l'épanouissement de la population, on ne peut que le déplorer. Parce qu'en réalité, je l'ai dit à l'instant, la vie se caractérise par l'évolution. On ne peut pas avoir une très bonne vision en 1975. Et qu'on espère, en tout cas un peuple entier, en tout cas les peuples d'une communauté entière, espère que, ben écoutez, on doit pouvoir évoluer et qu'après 50 ans, on recule au point même d'être incapable de manager une structure communautaire qui devrait servir à épanouir le peuple dans son ensemble. C'est regrettable et c'est un aveu d'échec pour l'ensemble de tous ces dirigeants. Et il va falloir tirer les leçons. Et il me semble que le nouveau leadership qui est aujourd'hui initié et entretenu dans les pays du Sahel suscite autant d'espoir, autant de dynamique, autant d'accompagnement au sein de l'opinion de cette CEDEAO, parce qu'il y a une soif et une faim d'une rupture et un besoin d'épanouissement qu'on ne peut plus critiquer aujourd'hui. Et donc, on va s'appuyer véritablement sur le bon sens et la raison pour rappeler à nos dirigeants leur devoir vis-à-vis de leur peuple, vis-à-vis de leurs voisins, vis-à-vis même de l'histoire que nous sommes appelés à construire ensemble. C'est ça. Le dernier volet de discussion, on va parler maintenant de les Nations Unies, 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Les chefs d'État ont défilé devant cette instance internationale. Et la question, en toile de fond, c'est la place de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, avec ou non le fameux droit de veto. Qu'en dites-vous? Quelle analyse vous en faites? Non, mais écoutez, lorsque je suis les discours, ça me fait un peu sourire parce que, en fait, j'ai dit au départ dans une des réponses que lorsque vous voulez vous respecter, vous faire respecter. Lorsque vous voulez avoir une voix qui porte, vous devez faire preuve d'intégrité. Vous devez incarner certaines valeurs. Vous voyez? Dans quel contexte l'Afrique, aussi brimée
aussi étouffé à tout point de vue, s'est présenté encore une fois à cette Assemblée générale des Nations Unies. C'est un rang dispersé. Oui. Pourquoi l'Union africaine n'était-elle pas capable ou à mesure d'initier un sommet consacré à cette question de venir et ou d'intervenir véritablement dans les choix politiques au plan international, de sorte qu'elle puisse y aller en parlant d'une seule voix. D'une seule voix. Première chose. Si ça n'a pas été le cas, d'ailleurs même, le principe même de droit de veto, où certaines personnes, en tout cas certains États, choisissent, trier sur le volet, sur la base, c'est pas de la domination, de ce que nous appelons la puissance, etc., ont le droit de décider du sort de l'humanité dans son ensemble, pendant que l'écrasante majorité doit subir ses désidérata, etc. Or, la création des Nations Unies visait l'instauration de la paix dans le monde. C'est à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, voyez-vous. Et donc, pour en finir avec cette attitude animale qui consiste donc à tuer les êtres humains, il a été question de mettre en place une structure qui puisse réguler la vie des nations. Mais dans sa structure même, il y a une forme d'injustice, il y a des clivages. Et donc, ça veut dire que le système des nations lui-même est un problème majeur. Et dans tous les cas, l'Afrique ne peut avoir de voix qui porte qu'à cette condition où ses dirigeants se mettent ensemble, commencent quand même à balayer devant leur propre maison. On a parlé tout à l'heure du Burkina Faso qui se plaint de ce que la Côte d'Ivoire et le Bénin laissent des terroristes. Ça veut dire qu'entre eux-mêmes, il n'y a pas de dynamique unitaire. Et comment vous voulez qu'à une échelle internationale, où ces puissants-là ont tout intérêt à ce que nous soyons instables, que nous ne soyons pas capables de nous construire, de sorte qu'ils puissent à chaque fois nous donner leurs désidérata et en même temps profiter de notre potentiel, de nos ressources, etc. Comment vous voulez que juste parce que quelqu'un allait dire que nous voulons le droit de veto, etc., et qu'on puisse dire, bon, écoutez, par pure complaisance, par amour tellement particulier pour le citoyen africain, on dit, bon, mais écoutez, vous allez prendre, même si le principe est acquis, qu'on nous donnera le droit de veto, quand on dit, bon, ben, l'Afrique, choisissez un ou deux États qui vont avoir le droit. On va se déchirer tellement que personne ne sera en mesure. Il y a des pays qui sont en bonne position. On parle du Nigeria, on parle de l'Égypte, on parle de l'Afrique du Sud. Encore faudrait-il qu'ils fassent l'unanimité en Afrique d'abord. Oui. Et qu'on puisse aller les porter comme étant nos héros qui devront parler en notre nom au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, pour certains, ce n'est même pas le droit de veto qu'il faut réclamer, plutôt la suppression de ce droit. Vous en faites absolument, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si tant est que l'objectif des Nations Unies est de créer la paix dans le monde et de faire en sorte que notre espèce puisse développer des valeurs qui permettent de la conserver et donc de l'étendre à travers, parce que il y a les autres espèces, les animaux, ils ont des règles de vie, etc. Et donc si nous sommes conscients que par nos actions, nous contribuons à l'évolution de l'humanité ou à sa régression, et que les dirigeants dans les années 1945 avaient bien compris qu'il faut vraiment mettre en place une structure comme ça, où on fait en sorte que l'écosystème international puisse être favorable à tout citoyen du monde, où qu'il soit. Ça veut dire que ces règles de clivage, cette injustice, cette façon de mettre les gens par caste, etc., et par race, etc., doit pouvoir être supprimée. Il faut sauter le droit de veto. Mais absolument. Et donc, je pense que c'est à l'Afrique. Voyez-vous, le potentiel africain quand même est énorme. 30 millions de kilomètres carrés. Près d'1,5 milliard d'individus dans le monde. Voyez-vous, si on commence à comprendre que nous avons un destin commun et qu'il faudrait à un moment donné, pour éviter d'être brimé et d'être même été par les puissants du monde, il va falloir qu'on cultive les règles de solidarité et qu'on se complète. Notre potentiel, il est inouï. On va renverser la tendance et l'Afrique sera un nouveau pôle de développement et même d'influence du monde. Oui. Si ce n'est pas le cas, tout ce qui est en train de se faire, les puissants du monde ne vont jamais composer avec cela. Parce que ceux-là que nous appelons puissants ne sont puissants que grâce
à ce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes dans la faiblesse, dans le doute permanent, dans l'incapacité à nous organiser, à nous structurer et à impacter de façon significative notre environnement. Oui, puisque tout le monde court derrière l'Afrique, hein, sommet Chine-Afrique, sommet Chine-Russie, sommet Chine-Europe. Alors finalement, quel est notre intérêt, notre part dans cela, si on n'arrive pas à discuter des gars? Mais voilà, justement, vous avez tout compris. Si vous n'avez rien à donner, on ne fera pas la cour, voyez-vous. Et puis les faits sont là. Tout le monde sait que l'essentiel des ressources naturelles, les ressources humaines même, les ressources minières, l'eau, le soleil, etc., l'Afrique est gavée de tout le potentiel qui lui permet d'être le pôle de référence du monde. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que justement, l'occidental a mis dans l'esprit du citoyen africain une forme de doute en lui-même. De sorte qu'on est tenté à penser que ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'idéal, ce qu'il y a à rechercher dans le monde doit venir de l'Occident, doit venir du blanc. Et on ne comprend pas, j'ai parlé tout à l'heure de l'humus là pour nos engrais, du fumier, etc. Si on ne valorise pas ce qu'on a sur le plan endogène, si on ne travaille pas pour perfectionner cela et comprendre que nous ne pouvons pas vivre par population et nous devons vivre sur la base de ce que l'environnement nous sert et que c'est ça, c'est sur ces éléments-là que nous devons travailler. Mais bien sûr qu'on ne pourra pas progresser. Et les Occidentaux vont tout faire pour maintenir cet état d'esprit-là, où nous pensons que nous sommes des valets, que nous ne sommes pas capables de science, nous ne sommes pas capables de technologie, etc., etc. Lorsque vous êtes capable aujourd'hui de fabriquer une voiture en Afrique, qu'est-ce qu'on fait de vous? Est-ce qu'on investit en vous pour que vous en fassiez une industrie? Non, ce n'est pas le cas. Donc vous voyez, il faut vraiment qu'on s'inscrive dans la recherche et qu'on comprenne que c'est par la recherche, par le travail assidu, en perfectionnant ce que nous avons déjà, que nous pouvons évoluer. Ce n'est pas en copiant de façon naïve ce que les autres ont déjà fait. Alors, très rapidement, le 9e congrès panafricain de Lomé, annoncé pour octobre, a été reporté chez Nédier pour, dit-on, mieux le préparer, ce congrès panafricain de Lomé. Il faut le préparer. Dans tous les cas, si l'objectif est de mieux le préparer, c'est tant mieux. Oui. Mais vous savez, moi, je déplore souvent ce congrès porté par l'Union africaine. Des sommets, des congrès, des rencontres de gauche à droite. Ce qui compte pour le citoyen, c'est le résultat. Est-ce qu'il a la pitance nécessaire pour vivre? Est-ce qu'il a dans son écosystème politique, social, etc., la marge de manœuvre pour s'exprimer, se faire valoir en tant que citoyen à part entière? Voilà la préoccupation de tout citoyen du monde. Vous voyez? Et donc, si l'Afrique sent le besoin, en tout cas nos leaders en Afrique pensent qu'il faut faire un congrès panafricain pour réaffirmer les valeurs panafricaines, pour exhumer en chaque citoyen les valeurs qui nous permettent d'être comptés parmi les citoyens pouvant travailler du monde, ben c'est tant mieux. Et donc, on attendra justement les résultats d'un tel congrès pour apprécier. Mais si on doit s'en tenir à tout ce à quoi nous avons été habitués par le passé, on va se dire, il y a risque que ce soit un congrès de plus où les gens viendront servir des théories, beaucoup de discours, mais au bout du compte, en termes d'action, de résultats concrets sur le terrain, on sera toujours dans la rhétorique. Merci Lucas Baki pour ce temps, votre disponibilité. Un dernier mot peut-être pour clore cet entretien? Non, c'est d'abord de me féliciter justement de cette occasion qu'on a eue. Je pense qu'on est quand même privilégié de pouvoir parler comme ça et de servir la cause commune. Mais il faut bien que les gens comprennent que ce sont des opinions que nous servons et on les fait sur la base des convictions du potentiel, en tout cas que nous avons exhumé en nous. C'est un travail de fond que nous faisons parce que nous pensons que c'est par cette contribution-là que nous pouvons participer à l'animation de l'activité intellectuelle, etc. Quant au sujet auquel nous avons abordé, je pense qu'il faut encore une fois rappeler à nos leaders d'Afrique dans leur ensemble qu'ils ont une responsabilité historique. Ils n'ont pas le droit de faire
moins que ce que leurs prédécesseurs ont eu à faire. Parce que le principe de la vie, c'est l'évolution, ce n'est jamais la régression. Lorsque vous régressez, c'est que vous avez échoué par rapport au principe même de la vie elle-même. J'espère que l'intelligentsia africaine va s'activer autant qu'il faut, de sorte que la voix de l'Afrique, à travers un certain nombre d'initiatives, puisse désormais porter dans le Conseil des Nations. Merci bien. C'est sur un espoir que se referme cette réflexion, ces échanges avec vous, mon cher Luc Abaki, journaliste et analyste indépendant. Merci d'avoir été notre invité. Le merci, c'est à vous. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous, amis téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Rencontre Échange. Vivement qu'on se retrouve samedi prochain pour de nouvelles réflexions. Au revoir et à très bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.